Nous sommes très heureux de vous accueillir à cette 6e édition des Assises de l'OSIM. Le sujet de la data privacy, ou la protection de la vie privée des individus à travers leurs données à caractère personnel, est un sujet d'actualité, car c'est parmi les défis de tout projet lié à la transformation numérique. En effet, la donnée à caractère personnel est très convoitée par les cybercriminels pour des fins malveillantes, que ce soit des ventes, exploitations, etc. Dans ce contexte, j'ai le plaisir de modérer cet après-midi le panel Data Privacy, que gagne une organisation au-delà de l'inconformité. Nous allons essayer d'aborder ce sujet sous différents points de vue avec nos experts en la matière, que je demande de me rejoindre sous vos applaudissements. Maître Ilyes Segam, du cabinet Segam & Malmi, docteur en droit et avocat au barreau de Casablanca. Monsieur Pierre Doué, CEO de CertiTrust. Monsieur Nasser Kitani, fondateur Aiden & Clouders and Kitani Digital Consulting. Et Monsieur Eliazid Alaoui Yazidi, Business Development and Sales Director chez DXC Maroc. Bienvenue parmi nous. Tout d'abord, nous souhaitons avoir un bref historique sur la genèse de la data privacy, en quoi cela consiste plus précisément, et quelles sont les différentes lois, réglementations ou frameworks qui régissent ce domaine tant à l'échelle nationale qu'internationale. Maître Segam. Alors, bonjour, merci beaucoup Hamid pour cette introduction. Donc, rapidement, la data privacy en fait consiste à garantir une utilisation appropriée des données personnelles des individus en leur accordant des moyens en fait sur la manière dont celles-ci vont être collectées et traitées. Donc, en d'autres termes, on leur accorde certains droits concernant la manière dont leurs données vont être utilisées dans les conditions prévues par la loi. Donc, vous n'êtes pas sans savoir qu'il existe un certain nombre de réglementations et frameworks qui régissent la data privacy. Et d'aucuns estiment qu'il s'agit de réglementations et de lois contraignantes, rigides et qui pourraient même, selon eux, constituer un frein au développement économique des entreprises. Mais en vérité, la consécration de ces règles-là est loin d'être anodine. Et en fait, pour mieux saisir l'ampleur et l'enjeu des considérations de la privacy, il faut en effet revenir vers l'histoire, et puis plus particulièrement vers l'histoire européenne. Attention, je ne dis pas que la privacy est née avec l'histoire de l'Europe. La privacy est avant tout d'un réflexe humain et c'est quelque chose de culturel. Mais force est-il de constater en fait que les développements législatifs majeurs ont toujours été façonnés par les événements les plus tragiques. Donc nous sommes en Allemagne dans les années 30, l'Empire nazi est au pouvoir et le contrôle étatique sur les entreprises a engendré nécessairement le contrôle également sur les informations et la technologie. Donc très vite, il s'est avéré en fait que la collecte des données d'un caractère personnel pouvait constituer en quelque sorte une arme de destruction massive. Donc je vais citer l'exemple des recensements qui étaient opérés dans l'Allemagne. Donc ce qui se passait littéralement, c'est qu'il y avait des recenseurs qui allaient vers le domicile des gens et qui leur demandaient bonjour, bonjour. Donc, nous venons de collecter certaines informations qui vous concernent. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est juste à des fins de recensement. Après tout, pourquoi pas? Donc, si on ne peut pas faire confiance à l'État, à qui peut-on bien faire confiance? Mais malheureusement, il s'est avéré que ces données ont été par la suite été exploitées afin de pouvoir identifier et traquer les individus qui n'étaient pas, je dirais, qui n'étaient pas alignés ou qui étaient en quelque sorte, si on veut, les belligérants du système d'autrefois. Donc ensuite, je donnerai également l'exemple, en Allemagne toujours, à travers en fait la collecte des informations, des données de santé renseignées par des formulaires émanant des établissements de santé publique, et c'est à cause de la collecte et le traitement de ces données que le régime nazi a pu identifier puis exterminer 80 000 individus, 80 000 victimes,
qui était en quelque sorte, je dirais, qui n'était pas aligné avec le projet d'assainissement de la race de l'Empire nazi autrefois et qui était malheureusement assassiné. Ensuite, plus tard, après la fin de la Seconde Guerre mondiale, malheureusement, les abus ne se sont pas arrêtés de sitôt. Donc, les forces de police avaient la latitude entière afin de pouvoir procéder au contrôle des appartements, du courrier et même, voilà, torturer les citoyens afin de leur soutirer des informations et dresser des fichiers qui contenaient l'intégralité des informations recueillies à leur propos. Et c'est dans ce contexte-là qu'en 1970, que l'Allemagne de l'Ouest, autrefois, avait consacré la première réglementation moderne du pays sur la protection des données dans le secteur public. Ensuite, quelques années plus tard, en France cette fois-ci, l'administration française a voulu mettre en œuvre le projet Safari, qui consistait en fait à identifier chaque citoyen à travers un numéro de sécurité sociale et d'interconnecter sur la base de ce numéro l'intégralité des fichiers qui étaient disponibles au niveau de l'administration. L'opposition farouche et la controverse que ce projet a suscité a donc plus tard bloqué la mise en œuvre de ce projet, et c'est ainsi qu'on a eu la loi de 1978, la loi informatique et de liberté, et qui dispose dans son article 1 que l'informatique est au service voilà, de chaque citoyen et qu'elle ne peut pas nuire à l'intégrité humaine ni porter atteinte à leur vie privée. Et c'est également l'article qui a été en fait repris localement au Maroc. Donc c'est également au niveau de l'article 1. Donc vous voyez en fait que voilà, il y a certaines catégories de données sensibles qu'on peut retrouver soit au niveau de la loi 0908, soit au niveau de la réglementation européenne, lorsqu'il s'agit de données à caractère sensible. Donc vous aurez remarqué que voilà, les données sensibles, ce sont les données de santé, sont des données qui ont rapport aux orientations politiques, aux convictions religieuses, à l'appartenance syndicale et ainsi de suite. Donc, juste afin de conclure rapidement sur le sujet de la réglementation, bien sûr, comme je l'ai dit, il existe un certain nombre de réglementations nationales, communautaires et internationales. Sur le fondement de la loi nationale, il s'agit principalement de la Constitution qui va, dans la plupart des pays, consacrer le principe du respect de la vie privée. Et en matière internationale, je voudrais juste souligner que le seul instrument juridique contraignant qui existe à ce jour est la Convention 108, aujourd'hui amendée, et qui est dans sa version 108+, consacre un certain nombre de dispositions qui s'alignent notamment avec les meilleures pratiques en la matière et auxquelles le Maroc a récemment adhéré. Merci, maître. Vous avez parlé de la Convention 108, 108+. En quoi ça consiste plus précisément, Pierre Doué? Alors, la Convention 108+, qui est donc l'héritière, l'upgrade de la Convention 108, en fait, est un texte qu'on appelle un traité, donc un traité qui a une valeur entre signataires, un traité potentiellement multilatéral entre l'Union européenne et les partenaires étrangers au territoire de l'Union européenne, qui permet de déterminer les conditions dans lesquelles ces pays peuvent obtenir ce qu'on appelle des mesures d'adéquation par rapport au respect de la vie privée en termes de leur réglementation locale. Donc c'est un préalable à l'entrée d'un pays dans ce qu'on appelle la reconnaissance d'adéquation, de sorte que ce pays sera à terme identifié dans une liste blanche conforme aux attentes de l'Union européenne en matière de respect de la vie privée et de protection des données à caractère personnel, dans une perspective d'équivalence de transfert d'informations, ce qui évite en fait une lourdeur administrative excessive, puisque aujourd'hui, un pays, prenons l'exemple du Maroc, puisque le Maroc est signataire de la Convention 108 et est demandeur de signature de la Convention 108+, aujourd'hui, le Maroc n'est pas encore reconnu comme un pays adéquat. Alors, ce n'est pas adéquat au sens général, c'est adéquat au sens de la réglementation RGPD.
le Maroc a quasiment tout ce qu'il faut pour avoir cette reconnaissance. Il ne lui manque en fait qu'une organisation de sa réglementation qui corresponde aux attentes du législateur européen pour pouvoir permettre un transfert transparent de données entre les États européens et l'État-nation Maroc. Voilà. C'est la Convention 108+. Nous rappelons que ces différentes lois et réglementations ont fixé des délais, notamment le RGPD, la loi 0908 et d'autres réglementations à l'échelle internationale. En fait, parfois, on a l'impression que cette action de conformité devient une charge supplémentaire, pour ne pas dire inutile, en matière d'allocation des ressources, de budget, sans qu'on puisse vraiment en évaluer le gain et les avantages directs. À titre d'exemple, il a fallu des années pour qu'on puisse comprendre la vraie valeur de la cybersécurité, malgré les premières cyberattaques qui ont commencé dès l'apparition de l'Internet, c'est-à-dire dans les années 80. Monsieur Alaoui, comment les organisations peuvent-elles transformer cette contrainte de conformité en opportunité? Ok, bonjour à tous. Moi, je vais parler de mon expérience en tant que, avant d'être BizDev aujourd'hui chez DXC, parler avec Monrex en tant que également j'étais directeur dans un grand groupe, au niveau groupe, pour la mise en place de la conformité. Avant la RGPD, c'était tout ce qui est fraude financière, fraude des données personnelles. On a mis tout un dispositif. Mais en plus, aujourd'hui, en tant que sales, j'ai une deuxième casquette. Alors, pour parler des bénéfices, ça veut dire le bénéfice derrière la conformité, au-delà, c'est-à-dire data privacy au-delà de la conformité, je vais partir sur 3 organisations. Aujourd'hui, il y a la première organisation on a des entreprises marocaines ou bien des multinationales qui font de l'outsourcing. Ça veut dire qu'ils ramènent du business au Maroc, ils font du delivery, de l'IT, ils font du BPO, du call center, etc. Il y a une deuxième type d'organisation, c'est les boîtes marocaines qui ont des données personnelles à l'étranger comme les banques, ça veut dire leurs employés ou bien des clients. Et on a la troisième catégorie, c'est les entreprises purement marocaines, ça veut dire c'est les Marocains avec des employés marocains et qui travaillent avec des prestataires et des clients marocains. Et le quatrième, on ne va pas l'adresser aujourd'hui, c'est le gouvernement, c'est le public, c'est l'administration publique qui manipule nos données. Mais je ne vais pas adresser ça. Alors si je reviens au premier, où on parle de l'outsourcing, etc., le premier aujourd'hui, pour ramener du business au Maroc, il y a le coût. Et le deuxième, où je suis parfois bloqué, 30% des opportunités que je n'arrive pas à ramener au Maroc, c'est la data privacy, la RGPD. Le Maroc, comme il a dit Pierre, il y a disons, risk analysis par des grands cabinets comme DLA Piper. On a le même classement comme les États-Unis, comme les Indiens. C'est-à-dire les Européens, ils nous prennent le Maroc, les Indiens, l'Australie, l'Inde, comme the same group. On est dans le même groupe. Mais aujourd'hui, il y a pas mal d'opportunités que le Maroc n'arrive pas à saisir parce qu'on n'est pas compliance. Mais le fait que nos DIC, nos organisations, ils travaillent sur la conformité, ça veut dire que tu mets les dispositifs de la RGPD, tu mets en place la certification par exemple de la 27701, etc., ça aide à fluidifier, ça veut dire à accepter à des clients de commencer à travailler avec le Maroc, même si sur le volet réglementaire, on n'est pas aussi compliant par rapport à la loi européenne. Maintenant, le deuxième groupe, qui est des banques, des assurances marocaines et qui ont des clients également, c'est plus lié à la conformité, mais le gain en business, c'est plus de chiffre d'affaires parce qu'il y a une réputation de l'entreprise, il y a une image, si jamais il y a une perte de données ou un scandale. Alors, tu vois, il y a la conformité qui pousse l'entreprise à faire des efforts pour essayer de maintenir son business, son chiffre d'affaires, et qui ne tombe pas dans le scandale. Le troisième, c'est les entreprises marocaines, maroco-marocaines, où tout l'écosystème, clients, fournisseurs, employés, ils sont dans le même système au Maroc. Aujourd'hui, les Marocains, ils sont de plus en plus sensibles.
Et également, le gain pour les entreprises, c'est cette réputation qu'avec les prestataires, avec les fournisseurs, avec les clients, et surtout aujourd'hui avec la digitalisation, aujourd'hui les données ils sont en train de circuler un peu partout, et il faut que également, pour nos DSI, etc., qu'ils investissent dans ça. Ça veut dire que aujourd'hui la conformité, ce n'est pas un blocage, ce n'est pas un investissement, mais c'est une opportunité de ramener plus de business au Maroc. Je rappelle la première catégorie où la plupart des entreprises au Maroc qui travaillent avec l'étranger, on est en train de perdre, à part le cost. Le deuxième, et on a parlé ce matin ça veut dire aujourd'hui quand tu as un problème, les opportunités pour amener au Maroc, c'est le coût, les talents. Et aujourd'hui, le troisième, moi j'ai fait une catégorisation de ce que je suis en train de perdre aujourd'hui comme opportunité, c'est le data privacy, c'est presque 35%. Alors je pense que c'est une opportunité pour chaque organisation, avant que ça devienne contraignant, qu'ils investissent dans la conformité pour amener plus de business pour leurs entreprises. Merci, M. Alaoui. M. Ktani, selon vous, en fait, selon votre expertise en la matière, c'est-à-dire, on ne sent pas vraiment l'impact, à part l'impact lié, enfin, relatif aux sanctions. C'est-à-dire, quand vous allez aborder ce sujet avec le top management, par exemple, pour pouvoir vraiment les convaincre par rapport à ce sujet, c'est-à-dire, selon vous, sous quel angle vous allez pouvoir vraiment de convaincre ce top management pour qu'il puisse vraiment prendre le lead. Ce n'est pas seulement allouer le budget nécessaire, mais prendre le lead par rapport à ce point-là. Merci Amine pour cette question et pour l'invitation. En fait, cette question de la conformité, j'ai envie de dire qu'il y a un volet culturel qui est qu'on n'aime pas nous conformer à la loi. Je vais être provocateur et tu vas comprendre pourquoi. C'est-à-dire qu'on aimerait bien pouvoir circuler dans la route, ne pas s'arrêter au feu, ne pas s'arrêter au stop, etc., etc. Et pourquoi? Parce que c'est plus simple, c'est plus agréable et tout. Alors qu'en réalité, les lois, quand elles arrivent, quand elles sont posées par les législateurs et les régulateurs, elles mettent un cadre de travail qui nous est imposé. Dans le cas d'espèces, il y a deux manières de regarder la conformité. Il y a le premier qui consiste à le voir comme une contrainte. Et effectivement, c'est une contrainte parce qu'il faut mettre de l'argent, des ressources pour y arriver, pour se conformer. Mais il y a une deuxième chose, il y a une deuxième manière de le voir, et c'est celle-là que j'ai envie de voir, c'est de dire, au-delà de la conformité, et c'est le thème de ton panel, imaginons qu'on n'est pas à la conformité. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une loi pour, in fine, pousser les entreprises à traiter correctement les données de leurs clients? Est-ce qu'il y a besoin d'une loi pour ça? Donc la loi, elle est venue, d'une certaine manière, poser ce cadre, et ce qu'on commence à voir, que ce soit celle-là ou d'ailleurs la loi sur la cybersécurité, etc., c'est que ça nous a permis à nos entreprises, certaines, ça les a obligées à mettre à niveau leur gouvernance, à prendre ces choses-là de manière beaucoup plus sérieuse, parce que c'est une question sérieuse. On a vu l'histoire, il y a un problème sérieux. Les données que les entreprises privées, ou le gouvernement d'ailleurs, collectent sur les citoyens, sur leurs clients, doivent être bien protégées, doivent être régies par des règles. Il y a des volets éthiques, il y a des volets qu'est-ce qu'on fait avec ces données, comment est-ce qu'on les protège, comment est-ce qu'on les circule, etc. Qui est-ce qui a accès à ces données, etc. Et ça, à la limite, on n'a pas besoin d'une loi pour le cadrer. La loi vient nous donner des instruments, elle vient nous rappeler. Alors des fois, la loi est très contraignante et on n'aime pas ça. Des fois, la loi, elle est mal faite parce qu'elle est très difficile à mettre en œuvre et on peut en discuter et on peut le dire parce que des fois, la loi, elle n'est pas neutre du point de vue technologique, donc elle nous impose de faire des choses alors qu'elle pourrait nous imposer des principes et non pas les moyens de le faire. Mais je préfère que nos responsables voient que, in fine, il y a un enjeu fondamental des données qu'ils collectent sur leurs clients, qui peut être un enjeu de business pour eux, en plus des enjeux dont Nelly Yazid a parlé. Oui, vous avez raison. En fait, sachant bien que la cybersécurité, elle diffère de la data privacy. C'est-à-dire, on n'est pas obligé de suivre une loi
pour sécuriser notre système d'information, parce qu'il y aura des pertes engendrées par la suite. Mais parfois, quand on essaie d'encourager, d'appliquer une loi concernant la protection des données à caractère personnel, en fait, ça protège indirectement l'entreprise. Mais directement, c'est les clients. Mais quand le top management, il essaie vraiment d'avoir seulement une demi-vision de cette partie, et puis il vous dit qu'est-ce que j'ai à gagner pour protéger les données de mes clients, il ne voit pas le vrai gain derrière ça, qui est indirect sur la promotion de son business à travers la protection des données des clients. Donc, pour se conformer à ces lois et règlements, en fait, nous sommes amenés à impacter le fonctionnement de certains processus, le mode de gouvernance, l'organisation. Parce que le fait de se conformer au RGPD, à la loi 0908, à IPA ou DPA ou autres réglementations, c'est que ce n'est pas seulement rajouter des mentions légales au niveau des contrats et des formulaires. Ça, ce n'est que 10% de la conformité. Mais derrière, c'est vraiment, il y aura un impact technologique, un impact organisationnel, et voire d'autres impacts majeurs pour la gouvernance de l'entreprise. Selon vous, M. Doué, comment une entreprise peut faire cohabiter la conformité à la data privacy avec sa contrainte d'une organisation fluide lorsqu'elle est amenée à traiter ses données à caractère personnel? En fait, je pense qu'il faut prendre le sujet dans l'ordre. C'est-à-dire que, j'invite notre audience à relire le titre du panel, sécurité des données, data privacy. Je vais m'arrêter là. En l'occurrence, les deux sujets s'interpénètrent. Ils sont complètement corrélés. Et le respect de la vie privée, finalement, n'est pas foncièrement la préoccupation première des organisations. Le respect de la vie privée est le bénéfice hérité d'une démarche mise en œuvre dans les organisations pour protéger les données personnelles au sein d'un groupe plus large de données qui s'appelle les données organisationnelles et opérationnelles. Et la démarche de protection de la donnée à caractère personnel procède de toute une série de mécanismes qui doivent être mis en place au sein de l'entreprise à travers la définition d'une gouvernance structurante pour obtenir l'effet escompté qui est de garantir le respect des principes et notamment la vie privée des personnes. Donc quand on parle de data privacy, le terme est peut-être, c'est un bon résumé, mais c'est un peu impropre. On devrait plutôt parler de data security, donc sécurité des données, au service de la privacy, au service du respect des principes de vie privée. Et quand une organisation met en œuvre un système de management, de sécurité de l'information, quand elle met en place un cadre de gouvernance de la gestion de la donnée personnelle, quand elle met en place des systèmes de gestion des données sensibles, de traçabilité de la donnée, de data loss prevention, de prévention des leakages, etc., etc., d'une certaine façon, toutes ces démarches doivent être guidées par un contexte général qui est « faisons attention à la donnée qu'on nous a confiée ». On l'a obtenue, parfois de haute lutte, parfois en payant, le cas échéant, parce que je me permets de rappeler que la réglementation aujourd'hui, que ce soit le RGPD ou d'autres réglementations internationales, n'empêche pas le transfert de la donnée. Ils sont même plutôt destinés à favoriser un transfert de la donnée, mais dans un cadre et dans le respect d'un certain nombre de principes. Donc, les entreprises qui démarrent un travail de mise en conformité autour de la privacy devraient se poser la question de savoir comment elles protègent le mieux possible les données et répondre dans le cadre du cycle de vie de la donnée, c'est-à-dire, je ne vais pas vous faire un cours sur le cycle de vie de la donnée, mais autour d'un café, ou si vous m'offrez un morceau de gâteau tout à l'heure, on en parlera, la donnée, en fait, va être à différents moments observée, challengée. On va résoudre des problématiques qui, in fine, amèneront à un résultat qui est « je respecte la vie privée de mon client, je respecte la vie privée de mon partenaire, je respecte la vie privée de mon employé, de mon patient, etc. etc. » Donc c'est en ce sens-là que la dialectique sécurité-privacy doit jouer dans les organisations. Et là, on est bien au-delà de la conformité pure et simple. On est simplement dans une démarche de processus d'amélioration. On se rapproche de la gestion de la qualité, on se rapproche du lean management, on se rapproche de, pour ceux qui connaissent, Six Sigma, etc. Donc c'est une démarche qui est permanente et évolutive. Et à chaque petit effort, à chaque petit gain que vous obtenez dans ce contexte-là, vous allez augmenter potentiellement votre posture en matière de protection de la vie privée. C'est comme ça que je l'expliquerai. Au fait, là où je pose la question, en fait, quand on parle de sécurité, data privacy, au fait, ce ne sont pas des projets qui se traitent en mode silo, mais ce sont des projets transverses.
dans l'accompagnement pour mettre en place ces mesures, c'est qu'on exige vraiment une bonne gouvernance de ce projet en matière de rôle et responsabilité. Les acteurs principaux et clés pour la réussite de ce projet-là, c'est, on parle de responsable de conformité ou responsable juridique, bah, une personne qui a ce rôle-là. Mais malheureusement, parfois on sent que ce projet-là, il est déclenché d'une autre entité, notamment le risk management, ou même le top management, c'est-à-dire avec quelle, comment dirais-je, avec quelle méthode ou quel aspect qu'on peut vraiment adopter pour pouvoir vraiment impliquer davantage les personnes qui ont le rôle du responsable juridique ou de conformité. Est-ce qu'on aura besoin vraiment du coaching, de maintenir la veille, de faire plus de communication? Comment ils vont s'intégrer? Normalement, ils ne devraient pas s'intégrer seulement dans la data privacy, mais même dans la cybersécurité. Il y a des clauses, il y a des choses à vérifier, il y a des risques juridiques qu'il va falloir contrôler. Selon vous, qu'est-ce que vous pouvez vraiment recommander par rapport à ce point-là? Alors, en ce qui concerne la meilleure approche, alors c'est vrai que voilà, les directions juridiques ont commencé à être de plus en plus mobilisées vers cet enjeu de la data privacy. Et c'est donc naturellement poser la question de comment aborder cette facette-là, cet aspect-là qui est considéré comme étant nouveau de la conformité. Alors, c'est vrai que voilà, il existe certaines difficultés à mettre en place, d'abord à comprendre. C'est sur mettre un niveau. Oui, voilà. Donc, il s'agit en fait à la fois de maîtriser un tant soit peu, donc bien sûr l'aspect juridique de la chose, mais également le côté un petit peu IT, IoT. Donc, il faut être un petit peu à jour, voilà, de comment les nouvelles technologies en fait et leur utilisation pourrait présenter un risque majeur sur voilà, l'activité de l'entreprise. Donc, je ne sais pas si c'est... Je pense... Non, non, c'est bon. D'accord. Donc, je disais que, voilà, donc c'est un défi à relever. En ce qui me concerne, je recommanderais d'adopter une approche de data privacy by design. Donc, si on peut mieux être cadré dès la conception, voilà, de la technologie, si on peut être cadré d'emblée et ne collecter à titre d'exemple que les informations importantes, on pourrait d'emblée réussir à voilà, donc, traverser et à réaliser un certain résultat. Ensuite, il existe également quelques mécanismes d'ordre juridique. Donc, en fait, rien n'empêche à ce que les entreprises prennent l'initiative par elles-mêmes voilà, de se soumettre à des règles contraignantes. Donc, je pense en l'occurrence au BCR, afin de pouvoir justement montrer prendre leurs responsabilités en main et bien sûr respecter davantage les exigences et les défis liés à la conformité. Oui. Et surtout aussi, le responsable juridique ou de conformité, il ne faut pas seulement qu'il soit compétent dans son domaine, parce que parfois il sera amené à gérer des projets techniques, donc il doit comprendre les risques émanant de ces projets techniques, d'autres projets structurants au sein de l'entreprise. En fait, c'est là où il y a la question que je souhaiterais juste poser à M. Kteni, surtout avec la vitesse d'évolution de la technologie et son ancrage dans le quotidien des entreprises. Nous citerons à titre exemple les IoT, le big data, les services cloud, les réseaux sociaux. Parfois, nous remarquons que la data privacy est perçue comme une contrainte ou un obstacle majeur pour leur fonctionnement. Parfois, on ne peut pas maîtriser les transferts de données, ni avoir l'assurance de la sécurité et confidentialité de traitement des données à caractère personnel et autres données sensibles. Et pourtant, si on arrête ce traitement non conforme,
cela pourrait impacter négativement les processus métiers d'une entreprise. Donc les entreprises, ils acceptent d'accepter ce risque, de foncer avec ces solutions, sans y être conformes. Donc, selon vous, que faut-il faire dans ce contexte? Est-ce que faire adapter les règles de la privacy au mode de fonctionnement de l'entreprise? Ou quel type de compromis devrions-nous choisir sans qu'on puisse compromettre la conformité, la sécurité, le fonctionnement et la protection de ces données? On a combien d'heures pour parler de ça? Non, c'est une question très active. Tu as parlé de données sensibles, je voudrais simplement faire un petit point là-dessus. Bien sûr. Parce que la manière dont la loi 0908 définit les données sensibles, telles que tu l'as dit, Maître, n'a rien à voir avec les données sensibles dans le monde de la sécurité qui est traité par ailleurs. Et donc on utilise ce mot de façon un peu générale. Il faut faire très attention quand on parle de données sensibles dans le monde de la protection des données à caractère personnel, parce que ça c'est clairement décrit par la loi, et puis les données sensibles dans un domaine différent qui est le domaine de la cybersécurité. Mais en dehors de ça, en fait, je voudrais revenir sur quelque chose qui me paraît essentiel. La première, c'est à partir du moment où on parle de transformation digitale des entreprises, les entreprises deviennent des entreprises de données. On l'a entendu ce matin, le cœur du métier de l'entreprise de demain est la donnée. Ce qu'elle fait, c'est collecter des données, analyser des données, traiter des données, sauvegarder des données, etc. Et si on ne le fait pas bien, on a un problème. Ça, c'est la première chose, c'est les données. La deuxième chose, c'est que de mon point de vue, 20% des données dont l'entreprise a besoin demain sont des données qu'elle produit en interne. 80%, ce sont des données qu'elle va aller chercher à l'extérieur dans des schémas de transfert de données. Donc raisonner dans un monde où les données ne voyagent pas, c'est remettre en question tout le concept du digital. Le digital est fondamentalement basé sur le fait que les données voyagent. C'est ça le digital. Ce n'est pas des billets de banque qu'on stocke dans des coffres forts, c'est des données qui voyagent. Et ils ont besoin de voyager. Alors des fois, elles voyagent entre Fès et Casablanca, des fois, elles ont besoin de voyager entre Casablanca et Dublin, ou les États-Unis, ou la France. Stocké quelque part. Et stocké quelque part, et traité quelque part. Et s'opposer à cette idée que les données ne peuvent pas voyager est une aberration parce qu'elle va à l'encontre du schéma fondamental qui est celui qu'on est en train de construire, qui est l'entreprise digitale. D'ailleurs, même le raisonnement des professionnels, de certains professionnels de la sécurité, ou en tout cas de certains qui considèrent que les données doivent rester dans le pays pour des questions X ou Y de souveraineté, c'est un raisonnement qui vient d'un monde un peu, j'ai envie de dire, ancien, dans lequel on a parlé ce matin, le cas du Gartner, on mettait des forteresses et on pensait que parce qu'on était à l'intérieur entre nous, on arrivait à protéger. La réalité, c'est que le monde digital fonctionne différemment et on a besoin, même si les données voyagent, on peut les protéger et des fois on les protège mieux en voyageant qu'en les gardant chez soi. Et ça, c'est là. Donc ça, c'est... Alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a deux phénomènes. On a un phénomène qui est des technologies de rupture quotidiennes, qui arrivent, et sans parler du stockage DNA, de l'ADN dont on a parlé ce matin, ou des ordinateurs quantiques, etc. Et puis, de l'autre côté, ces ruptures technologiques créent des ruptures de business model, parce qu'elles permettent aux entreprises d'innover, etc. Et donc, la loi à l'intérieur, qui nous oblige à nous conformer, vient nous poser des fois, parce qu'elles ont été faites 10-15 ans en arrière, etc., elles ne matchent pas, en fait, la réalité technologique, elles ne matchent pas la problématique à laquelle les entreprises doivent faire face, et qui peuvent les aider à se développer, etc., et qui les obligent, des fois, à faire des choses qui ne sont pas... Et ça, c'est un vrai sujet. Donc, de mon point de vue, la conformité n'est pas, j'ai envie de dire, n'est pas une option. La conformité, elle est là, on doit se conformer à la loi. Ce n'est pas moi qui vais dire qu'on ne faut pas se conformer à la loi. D'accord ? Par contre, il y a se conformer à la loi et il y a se conformer à l'esprit de la loi. Il y a se conformer à l'esprit de la loi. Et des fois, je pense que
même le législateur ou le régulateur, il a besoin de comprendre que les entreprises ont besoin de flexibilité pour se conformer à l'esprit de la loi. Je pense que Maître, tu ne me contrediras pas, et mettre en place des mesures technologiques, des mesures nouvelles, des choses différentes pour se conformer à l'esprit de la loi, parce que des fois, la loi, elle a été écrite avant que ces choses-là n'existent, ou avant que ces schémas Elle n'est descriptifs pas n'existent. synchrone avec... Voilà, donc quand on parle, Jamais. par exemple, quand la loi sur la protection des données à caractère personnel au Maroc a été écrite, le cloud, personne n'en parlait, ou très peu. 2009. On ne parlait pas d'intelligence artificielle. Il y a tout un tas de concepts, et les objets connectés, et les drones, et les voitures autonomes, et la reconnaissance faciale. C'est du sujet qui n'était pas posé sur la table au moment où on a écrit cette loi. Alors, on ne peut pas... Alors, le temps de la loi est plus long que le temps de la technologie. Et donc, les entreprises doivent, de mon point de vue, se conformer à l'esprit de la loi. Et je pense que les régulateurs peuvent comprendre ça, plutôt qu'à lire la loi de manière très, 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 très stricte dans notre domaine, qui est celui-là. Et c'est comme ça qu'on peut avancer. En tout cas, c'est la manière dont j'aborde cette question. Selon vous, Pierre Doué, en fait, parfois quand on utilise un système cloud, c'est qu'on est obligé d'accepter par défaut un contrat. Parce qu'on ne va pas aller chercher le fournisseur cloud à la source pour essayer de modifier des choses, parce que c'est un contrat standard à prendre ou à laisser, malgré les risques. Donc, soit vous allez accepter ces risques-là, soit vous n'allez pas pouvoir bénéficier de ce service. C'est-à-dire, quel est selon vous, selon votre expérience, comment on peut faire? Est-ce qu'on arrête le business? C'est bon, on ne va pas acheter ces solutions, on va aller chercher un autre cloud ou un autre service. Ou va-t-on, ou doit-on accepter ce contrat qui est par défaut? Ou qu'est-ce qu'on doit faire, par exemple? Que ce soit du cloud, que ce soit de l'IoT, que ce soit du big data, une solution de big data, n'importe quelle solution qui fournisse des contrats qui sont standards. Alors, que gagne une organisation au-delà de la conformité? Reposons-nous la question à l'aune de cette sous-question et demandons-nous, dans le contexte d'une relation déséquilibrée entre un client et son fournisseur, prenons un exemple que tout le monde imagine, puisqu'on ne les a pas cités, mais on peut le faire, des GAFAM, ça je ne cite aucun, tous en même temps, qui ont un poids énorme, qui vous proposent un End-User License Agreement, c'est-à-dire un accord de licence, qui est un accord en fait entre eux-mêmes et vous, mais vous êtes obligé d'être d'accord. C'est à peu près comme ça que ça fonctionne, puisqu'en fait, en utilisant le service, il n'y a même pas à être signé quoi que ce soit, il n'y a pas de date, il n'y a rien du tout. En utilisant le service et en rémunérant le service dans le cadre de l'abonnement, vous êtes d'accord. Donc, il y a des équilibres tout à fait évidents entre les parties qui sont dans le deal. Alors, est-ce que pour la cause, une entreprise ne doit pas utiliser ce type de service? Alors, je ne vais pas parler pour n'importe qui ou pour tout le monde, je vais parler pour mon entreprise, par exemple. Nous utilisons des services cloud d'un de ces fameux GAFAM, choisissez la lettre qui vous plaît, et nous les utilisons dans une perspective d'amélioration de nos procédures et d'utilisation la plus adéquate possible de nos services, sans nous poser finalement initialement la question de est-ce que je peux changer quelque chose, est-ce que je peux les forcer à quoi que ce soit, puisque la réponse est je ne peux pas. Partant de ce principe, on a besoin d'utiliser le cloud. Pourquoi? Parce que, pour 36 raisons, de nouveau, je reparle pour notre expérience corporative, nous avons une meilleure sécurité, nous ne devons pas nous tracasser d'un certain nombre de sujets qui échappent à notre compétence ou à notre intérêt, simplement opérationnel. Et donc, on va faire une balance entre l'intérêt d'utiliser ce type de service, les garanties que ce service propose, le souhait d'être efficace opérationnellement, et puis le prix que ça coûte. Parce qu'il y a quand même évidemment, à un moment donné, une économie d'échelle. Je vais prendre maintenant l'exemple complètement inverse de ce que tu m'as demandé, qui est de se dire, mais si je ne les utilise pas parce que, par principe, je souhaite, alors je vais vous jeter les mots à la figure, parce qu'on les entend tout le temps, souveraineté, autonomie, réversibilité, etc., etc. Donc tous ces termes qui sont finalement très galvaudés, parce qu'on dit aujourd'hui fini les Américains. Hein, on l'a entendu pas mal ces temps-ci, notamment de l'autre côté de la Méditerranée, on en parle beaucoup. Fini d'être les esclaves de tous ces services, etc. Ok, fine, pas de problème. Qu'est-ce qu'on fait? Alors on peut installer des systèmes sur lesquels
on va fractionner notre système d'information pour que certaines des informations dont on souhaite ne pas faire profiter tous ces systèmes étrangers va être protégée, mais doit-on le faire pour l'ensemble des données? Ça demande, et là on revient évidemment à la conformité, à la gouvernance, ça demande de se poser la question, ça demande de mettre en place un dispositif de réflexion d'abord, un dispositif d'action ensuite, qui vont prendre en considération la balance des intérêts entre qu'est-ce que je veux faire tout de suite, combien ça va me coûter de le faire moi-même ou de le confier à quelqu'un, qu'est-ce que je peux diviser, est-ce que je connais mon périmètre de données, qu'est-ce que j'ai comme données dans mon périmètre aujourd'hui. Si je les mets dans le cloud, je ne sais pas où elles sont, mais est-ce que je suis bien sûr de savoir où elles sont déjà chez moi en tant que telles? Posez-vous la question, vous allez avoir parfois des surprises en essayant d'y répondre. Et donc, je pense que l'ensemble de ces réflexions-là doit, quelque part, s'additionner pour faire une balance et donner une réponse, on va dire, intéressante, à défaut d'être une réponse simple. Il n'y a pas de réponse simple à cette question. Il y a des services, il y a des besoins, il faut essayer de trouver le meilleur équilibre entre les deux. Et la décision ne doit pas tomber seulement chez le DSI, mais je crois que c'est un arbitrage. Alors, ça, si tu me poses la question, je vais y répondre de manière très claire. Quand on décide d'acheter un bateau, on ne demande pas à celui qui fait fonctionner la salle des machines le modèle du bateau. Donc, les dirigeants dirigent et les responsables des systèmes, que ce soit des systèmes de facilities, des systèmes de... Enfin, je veux dire, on ne se pose jamais la question pour l'eau et l'électricité. Hein. Pourquoi est-ce qu'on se la pose pour l'informatique? Aujourd'hui, l'informatique est une commodité. Alors, c'est une belle commodité, c'est une commodité qui apporte énormément de choses, qui a énormément de simplicité, etc. Arrêtons de considérer, et pourtant je prends un risque énorme, hein, parce que je suis à l'OSI, mais je parle notamment à des DSI, le DSI, noblement, est au service d'une cause qui est plus grande que lui. De la même manière que le responsable financier est au service d'une cause qui est plus grande que lui, de la même manière que le responsable des ressources humaines est au service d'une cause qui est plus grande que lui, et donc le choix technologique, le jouet avec lequel on va s'amuser pour gérer les données, fait partie d'un dispositif global qui est du ressort de l'organisation. Et sans me tromper, je peux penser qu'au dernier mot, ce sont les dirigeants qui décident de l'orientation à donner à leur organisation. Monsieur Alaoui, on sait bien que vous avez des projets, vous avez piloté ces projets de conformité, que ce soit par rapport à la loi marocaine et le règlement européen. Vous étiez l'interface de plusieurs entités, le juridique, la conformité, le risk management, l'IT, le top management et autres. Comment vous avez pu, selon votre expérience, de réussir cette bonne conduite de changement pour mener à bien ce genre de conformité? En fait, au début, bon, avant 2018, ça veut dire la RGPD qui arrive, on parlait des sanctions. La CNIL qui arrive, regarde 100 millions, 50 millions. Alors, les dirigeants, même le CIO, la direction générale, la direction générale, quand on lui parle, voilà les sanctions qui vont arriver, disons, il y a eu une mobilisation. Mais ce n'est pas bien, parce qu'on n'a pas pensé au-delà de la conformité. Mais en même temps, on passait dans la façon dont j'ai travaillé. Je me dis, les sanctions, c'est les sanctions, mais déjà la réponse, c'est qu'est-ce qu'on est en train de gagner au-delà de la conformité? Parce qu'il y avait des opportunités business où il y avait la question de la conformité et de se poser. Si tu veux travailler avec les secteurs bancaires, santé, etc., on devait travailler avec ça. Alors la première chose, c'est le leadership. Il faut que le leadership soit convaincu que ce projet, au-delà de la conformité, ce n'est pas pour des questions de sanctions, c'est pour des raisons éthiques par rapport à nos employés, par rapport à nos clients, etc., par rapport à notre réputation, qu'il faut le faire. La deuxième, c'est qu'il faut mettre une gouvernance. La data privacy, ce n'est pas que la DIC. Il y a la DRH en premier, parce qu'elle manipule les données des employés. Je pense que chacun de nous, il a des histoires. Son salaire, il vient d'arriver, déjà son salaire, tout le monde le connaît. D'accord? Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas assez sensibilisés par rapport aux questions de données personnelles. Les fiches de paie qui sont imprimées, ils sont au niveau RH. Il y a la question de la data privacy, ce n'est pas que l'IT, c'est les RH, les moyens généraux qui ont accès aux caméras, beaucoup de choses qui y sont impliqués. Alors, après, tu crées une gouvernance où tous ces key players, key stakeholders,
Tu travailles avec eux, on regarde les process, comment on travaille sur privacy by design. Ce n'est pas que la partie IT, ça veut dire dans le montage de nouveaux projets, mais également avec nos process, est-ce qu'ils sont déjà sécurisés? Est-ce qu'on arrive dans la manipulation, ça veut dire manuelle et technologique, il y a des garde-fous pour que les données soient... Après, il y a la gouvernance, les instances de suivi, etc. Ça, c'est, disons, c'est des mécanismes, mais des key things, et c'est le leadership. Parce qu'il y a pas mal de gens qui vont faire ça veut dire des responsables, IT, conformité juridique, qui font des certifications RGPD, data privacy, mais quand ils repartent à leur organisation, si tu n'as pas quelqu'un qui va t'aider, le leadership, on fait un kick-off, on fait des réunions de suivi, parce que derrière, ça va engendrer un peu d'effort dans le mode projet, mais également au niveau de l'IT, il y aura un effort, un budget. Et j'aimerais bien me rappeler un exemple de Pierre, ça veut dire aujourd'hui la sécurité, on fait très attention à la canalisation, mais on ne fait pas attention au contenu, ça veut dire le liquide qui passe dans ces canalisations, on n'avait pas disons, ce réflexe d'aller analyser ce qui se passe dans ces canalisations. Et aujourd'hui, la DIC, dans la sécurité, il faut qu'elle soit également, elle a une double casquette, c'est la canalisation, ça veut dire on la contrôle, mais également ce qui se passe à l'intérieur. Merci. Donc, pour terminer ce riche débat, qu'est-ce que vous pouvez recommander aux entreprises brièvement en 2 mots? 2 mots. Ce qui peut les inciter à démarrer le processus de conformité et surtout de le maintenir. Docteur Sgam. En 2 mots, ça va être un petit peu difficile. Donc, il ne nous reste pas beaucoup de temps, donc il va falloir qu'on libère la salle. D'accord, donc rapidement, donc, j'encourage les entreprises à porter d'abord un regard différent sur la conformité, en la considérant comme étant une opportunité plutôt qu'un obstacle. Et deuxièmement, avant d'envisager le lancement d'un programme de conformité, donc il faut s'entourer des professionnels, que ce soit au niveau juridique ou bien sur d'autres plans. Pierre Doué. J'en ai 4. Collecter mieux, gagner plus. Merci. Monsieur Ktseni. Moi, je ne parlerai pas de conformité, je parlerai d'abord de gouvernance. Le résultat d'une bonne gouvernance, c'est être conforme. Monsieur Alaoui. Ben, c'est simplement ma première intervention, c'est une opportunité, surtout business, éthique, réputation de l'entreprise. Merci beaucoup. Je crois malheureusement on n'a pas beaucoup de temps. Je crois qu'il va falloir qu'on libère la salle pour que le prochain panel puisse vraiment... Toute question en off, et puis en dehors voilà, de je la vous salle, sont les invite bienvenus. à poser des questions. Mais apparemment, il faut lui offrir un café et un gâteau pour qu'il réponde aux questions. Au moins. Bah, Au moins. Sur ces recommandations, au nom de l'OSIM, nous remercions nos panélistes pour ces informations utiles. Nous vous remercions de votre présence et vous souhaitons un excellent après-midi. Merci, Monsieur Lemfadli, pour votre modération.